L'Amérique, effectivement, est toujours travaillée par ces vieux démons et certains ont cru que l'ère Obama aurait ouvert une possibilité. Obama lui-même parlait d'une Amérique post-raciale. Lorsqu'il a quitté le pouvoir, il a d'ailleurs dit qu'il Mmh. s'était trompé sur ce point et qu'il avait espéré, mais qu'il était obligé de constater parce que dans sa dernière année d'ailleurs de mandat, il y a eu toute une série, les 2 dernières années, il y a eu toute une série d'assassinats. Il y en avait eu d'ailleurs depuis 2007 avec Trayvon Martin ou 2008, mais donc toute une série d'assassinats qui ont rappelé en fait cette douloureuse situation. Donc il y a ça. Alors ça n'est pas manichéen, ça n'est pas binaire. Il y a d'incontestables progrès, il y a la reconnaissance. Il n'y a personne, en tout cas, pour venir argumenter, à part les Steve Bannon, à part le Ku Klux Klan, à part les néo-nazis, ils s'appellent eux-mêmes comme ça. Il n'y a plus personne pour venir argumenter, pour expliquer que les Afro-Américains doivent être au bas de l'échelle. Donc, de ce point de vue, en termes de mentalité, il y a eu de vraies conquêtes qui ont été arrachées de Mmh. haute lutte, qui ont été payées extrêmement cher, parce qu'elles ont été payées par la vie de centaines de milliers de personnes. Donc ça, c'est une réalité. Mais c'est vrai que l'Amérique post-raciale, ça n'est pas pour tout de suite, avec en plus à la Maison-Blanche, comme vous le rappeliez, un président qui, lui, est sans aucun complexe raciste, sexiste, xénophobe. Il affiche, il s'en vante, il en fait une espèce d'argument de virilité même. Voilà, il secoue dans la société des forces extrêmement rétrogrades, extrêmement réactionnaires, qui ne sont sans aucune tolérance et sans aucune capacité à penser la socialité, c'est-à-dire la capacité pour tous, quelle que soit leur apparence, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur culture, etc., à vivre ensemble dans cette Amérique qui se prétend le champion de la démocratie. Comment vous expliquez le passage de Barack Obama à Donald Trump, Christiane Taubira? Alors, il y a des personnes beaucoup plus capables que moi qui ont proposé des analyses tout à fait intéressantes et pertinentes et qui disent que c'est une espèce de backlash, c'est-à-dire que il y a toute une partie de la société française, de la société américaine qui justement est aux prises avec la pauvreté, avec le chômage, avec toute une série de difficultés économiques, sociales et donc qui du coup se sent vulnérable, fragilisée dans ce qu'elle portait comme patrimoine d'une espèce de suprématie raciale et toute cette partie de la société américaine a vécu avec une très grande difficulté l'ère Obama, d'autant que Obama est incontestablement, quoi qu'on pense de son action, sans perdre de vue les blocages systématiques qui sont venus du Congrès. De sorte que Obama, il a vraiment gouverné par décret, il a vraiment gouverné par pouvoir exécutif, compte tenu des blocages législatifs. Mais Obama reste une personne d'une très grande dignité, il reste un esprit extrêmement sophistiqué, spirituel, un esprit extrêmement ouvert, cultivé, érudit. Il n'y a pas eu de scandale pendant ces 8 ans de présidence. La première dame est une personne absolument éblouissante. Donc, c'est un couple qui n'a pas donné prise à des choses putrides, à des choses même simplement contestables. Donc, même si on peut contester les positions politiques, la politique c'est fait pour ça, pour justement Mais concevoir les désaccords. justement, toute proportion gardée, lorsqu'on voit à la fois Obama et la situation actuelle des Noirs, on peut songer par exemple au poids qu'a eu Léon Blum dans la France de l'avant-guerre. On pouvait se dire que l'arrivée d'un juif au sommet de l'État était le signe que l'antisémitisme était inexistant. Et puis, quelques années après, on sait ce qui est advenu. Est-ce que c'est aujourd'hui la même chose? Vous qui êtes une femme politique, Christiane Taubira, une femme noire en politique, est-ce que vous voyez un parallélisme? Est-ce que c'est quelque chose qui pèse aussi?
Alors, je suis une femme politique et je passe pas mon temps à me penser comme femme noire, même s'il y a des personnes dont l'activité principale consiste à renvoyer aux personnes leur apparence. Mais bon, voilà, je n'ai aucun problème d'identité. Je suis à l'aise avec ça depuis très, très, très longtemps. Depuis que je suis adolescente, je suis totalement à l'aise avec ces questions-là. Lorsqu'elles ressurgissent, elles provoquent chez moi beaucoup plus de l'ironie qu'autre chose. Mais voilà, en tout cas, je n'ai pas le droit, étant en vue, étant sur la scène, étant repérable, je n'ai pas le droit de permettre qu'une identité noire soit une case dans laquelle on enferme qui que ce soit. Alors, pour en revenir à ce que vous disiez sur Léon Blum, c'est exact pour Léon Blum et pour Obama. C'est-à-dire que vous avez un effet dynamique chez des tas de personnes qui se disent eh ben voilà, moi j'avais encore quelques préjugés, mais je me rends compte qu'ils ne sont pas fondés. La couleur n'a rien à y voir. Il y a là une personne d'une grande intelligence, que ce soit Léon Blum ou Barack Obama, d'une grande intelligence, d'une grande culture, de grandes capacités, avec une grande volonté d'agir, avec des idéaux qui sont identifiables et qui sont absolument admirables, même si on n'a pas envie de les admirer, même si on ne veut pas les choisir, mais en tout cas ce sont des idéaux qui sont des idéaux en tant que tels, pas des choix de carrière, pas des volontés d'enrichissement, pas des pratiques claniques, etc. Donc il y a des tas de personnes sur qui ça a cet effet-là. Et puis il y a des personnes qui se disent mais où sommes-nous? Mais c'est fini, on est envahis. Voilà, donc les antisémites indécrottables disent Léon Blum, enfin bon, il y a Léon Blum, mais il y a eu toute une série, bon, on pense à tout ce qui s'est passé à l'époque, enfin, du Front populaire, mais aussi après, hein, dans le gouvernement qui va entrer en guerre, donc des personnes comme Jean Zé, comme Salengro, etc. Donc il y a des campagnes extrêmement féroces qui sont livrées. Et Barack Obama, pendant 8 ans, il a reçu aussi des menaces de mort. Il y a des personnes qui ont continué à arroser leur propre haine. Donc il y a à la fois cet effet bénéfique ou des gens qui étaient juste perdus un peu dans des préjugés se rendent compte de l'inanité de ces préjugés-là, et puis d'autres qui, au contraire, choisissent de s'enfoncer dans les préjugés, nourrissent de la haine, et donc sont dans une espèce de fureur qui donne Donald Trump après Barack Obama et on va entendre Martin Luther King. J'ai envie de vous le faire entendre, Christiane Taubira, et de faire entendre aux auditeurs un extrait de ce discours qui est probablement l'un des plus beaux discours qu'on puisse entendre. I have a dream. Vous réagirez tout de suite après, Christiane Taubira. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. On n'a pas osé le traduire, Christiane Taubira, ce discours, cet extrait de discours de Martin Luther King. Il faut laisser la pierre brute. Une réaction à ce discours? Alors, moi, c'est un discours que je connais depuis que je suis adolescente. J'ai dû l'écouter ou le regarder, parce que maintenant, on peut même regarder. J'ai à chaque fois la gorge serrée. À chaque fois. J'ai à chaque fois, si je suis seule à le regarder, c'est-à-dire face à ma propre émotion, j'ai les larmes aux yeux. Si nous sommes en groupe, évidemment, l'émotion se dilue toujours lorsqu'on est en groupe. Mais voilà, c'est un discours. Alors, ce qui est intéressant de savoir, donc c'était sur le Mall, hein, et c'était la marche de 1963. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que Martin Luther King avait commencé un discours plus froid, plus rigoureux. D'abord, c'est un pasteur, bon, donc il a l'habitude des discours. C'est presque son métier. Les discours, ça ne veut pas dire que le contenu des discours n'est pas sincère, n'est pas profond, mais c'est son quotidien de faire des discours. Et il avait commencé un discours très, très, très carré, enfin cartésien et machin. Et c'est Mahalia Jackson
qui lui souffle, voilà, voilà, mais parle aux gens de ce rêve, parce qu'il y a des milliers de gens sur le mall, qui l'écoutent. C'est une journée, c'est Jobs and Freedom, Freedom and Jobs. Et il y a donc, voilà, il y a beaucoup d'Africains-Américains, mais il y a beaucoup de Blancs américains aussi. Et Mahalia lui souffle, mais parle-leur de ce rêve. Et donc il lâche son discours. Et il s'en va comme ça, et il nous offre ce discours mémorable, I Have a Dream, qui est absolument inoubliable et qui reste poignant tant d'années après, qui probablement a été déterminant d'ailleurs dans l'attribution du prix Nobel de la paix, même si ces combats suffisaient pour le prix Nobel de la paix. Le fait justement de choisir une forme de lutte non violente de la part de Martin Luther King, qu'est-ce que ça évoque pour vous, Christiane Taubira? Alors, lorsque j'étais adolescente, lorsque j'étais au lycée, je n'aimais pas Martin Luther. C'est pas que je ne l'aimais pas, c'est qu'il n'était pas pour moi une figure mobilisatrice. Je préférais de loin le discours plus radical et plus clair de Malcolm X. Je préférais beaucoup les Black Panthers, avec non seulement leur discours politique, non seulement leur solidité, mais toute leur politique sociale, leur politique d'accompagnement, de lien dans les communautés africaines, américaines. Et puis l'intérêt, c'est qu'ils sont nés dans le Nord, enfin au Auckland, alors que bon, la figure repoussante et de cristallisation et de crispation contre le racisme, c'est le Sud, évidemment, l'Alabama, Montgomery, etc., Selma. Donc voilà, Martin Luther King, voilà, j'avais de l'affection pour lui, mais ça n'était pas une figure mobilisatrice. Lorsque j'ai commencé des études, donc ici à Paris, que j'ai commencé à lire, à traîner dans les bibliothèques et dans les librairies, je suis tombée notamment sur un livre qui était édité et publié par Maspero, et qui était un recueil d'interviews de Malcolm X, de James Baldwin et de Martin Luther King. Et là, je découvre un autre personnage. Même si je suis toujours dans ces difficultés avec aimer son oppresseur. Mais bon, d'abord, Martin Luther King l'explique plus précisément. D'ailleurs, il a recours à un vocabulaire grec en disant, mais regardez, les Grecs, ils ont 3 mots pour l'amour. Il y a Eros, il y a Philéo et il y a Agapé. Et que voilà, ce sont des contenus et des expressions d'amour différentes. Donc, voilà, je n'adhère pas, mais je comprends davantage. Et il est intéressant de resituer Martin Luther King dans son époque, avec ses contemporains. Ses contemporains, c'est Malcolm X, justement. Ses contemporains, c'est James Baldwin. Ses contemporains, c'est Frantz Fanon. Ses contemporains, c'est Mohamed Ali. Quelle différence, justement, faites-vous à cette époque et aujourd'hui, et pour les auditeurs qui ne connaissent pas ces personnages? Entre ces personnages, alors Christiane, ce qui est intéressant justement, c'est qu'on a l'habitude de les différencier. Malcolm X, c'est le radical, le violent, le raciste, etc. Alors que dans les dernières années de sa vie, après quelques voyages, il a une autre vision et il est dans une radicalité qui est la radicalité de l'exigence, mais non pas la radicalité de l'affrontement et de la séparation. James Baldwin est un auteur, un poète, un intellectuel absolument incontestable, brillantissime, qui se retrouve un petit peu à mi-chemin entre Malcolm X et Martin Luther King, parce que lui, c'est l'intellectuel, il cherche à comprendre, il comprend les ressorts de chacun, et il explique, même s'il n'adhère pas totalement. Et puis, il y a Martin Luther King, dont on dit que c'est un pasteur, et il prêche l'amour de ses oppresseurs. Sauf que Martin Luther King, c'est quelqu'un qui a été sur le terrain, qui a été dans ce qu'il a expliqué, il a théorisé, conceptualisé la non-violence. Bon voilà, il a repris de Gandhi, bien sûr, mais il a conceptualisé en expliquant que, en fait, il ne s'agit pas de non-résistance, il s'agit de résistance non-violente, c'est-à-dire qu'il s'agit d'agir, il s'agit de faire des sittings, il s'agit de faire ce qu'il appelait, c'est pas des travel, but voilà, il y avait des espèces de voyages de lutte, donc des sittings dans des lieux publics. Imposer une présence non violente, s'attendre à la violence. Et la violence, elle est terrible. Ce sont des chiens, ce sont des aiguillons électriques. C'est une brutalité qui, d'ailleurs, va bousculer, y compris toute l'Amérique et le monde entier. Donc, mais il y a quelque chose d'absolument intéressant. Et je me souviens que c'est un texte d'Albert Memmi qui me permet de découvrir ça lorsque je suis étudiante. C'est qu'il dit que c'est la même figure du révolté. C'est la même figure en tout cas, ce sont 3 figures du même révolté, plutôt. Ce sont 3 figures du même révolté. Memmi, qui, là aussi, pour le situer, réfléchissait beaucoup sur la colonisation portrait du colonisé, le post-colonialisme. Portrait du colonisateur. Et donc, Memmi explique à juste titre, et j'en reviens à Fanon
comme aussi comme contemporain de Martin Luther King. Donc Memmi dit que c'est la figure du révolté. Ce sont 3 figures du révolté, parce que le révolté, il commence par effectivement l'amour de son colonisateur. Il n'a pas de haine pour le colonisateur, il essaie de parler au colonisateur, il pense le dialogue possible, donc il fait des efforts, il s'habille correctement, il adopte la langue du colonisateur, il essaie de créer les conditions de dialogue. Donc ça, ce serait plutôt effectivement Martin Luther King. Et puis, il l'interpelle sur des choses difficiles que manifestement l'oppresseur ne veut pas voir. Ça, ce sera un peu Baldwin, l'intellectuel qui explique les choses rigoureusement, avec obstination, etc. Et puis, le révolté constate que l'oppresseur ne veut rien entendre parce qu'il est installé confortablement dans son système de domination et l'opprimé, le colonisé, se dit il n'y a rien à faire, je n'aurai rien si je ne l'arrache. Et c'est donc la phase de la violence, de l'affrontement immédiat, brutal, sans concession, et ce serait la figure de Malcolm X. Donc moi je pense que cette analyse est parfaitement judicieuse parce qu'elle permet un continuum, non pas forcément dans le temps, parce qu'ils sont justement contemporains, non pas forcément dans le temps, mais un continuum dans la compréhension de la dialectique du rapport de libération face au colonisateur ou à l'oppresseur. Ça, c'est pour la situation aux États-Unis. Pour la situation en France, Christiane Taubira, comment jugez-vous de l'évolution du racisme anti-noir? Qu'est-ce qui s'est passé durant cette période où on a donc eu la question des colonies? Vous parliez de Memmi, où aujourd'hui on a également des bavures qui touchent des Noirs. Je pense à l'affaire Théo et à Adama Traoré. Votre point de vue à cet égard? Oui, on pourrait parler de Lamine Gueye, etc. Oui, alors, il y a une différence fondamentale, c'est que aux États-Unis, l'esclavage a lieu sur place, la traite négrière, l'esclavage ont lieu sur place. Pour la France, c'est dans les colonies. Donc la France, de la même façon que les États-Unis se sont racontés une histoire d'Européens qui échappent à l'oppression en Europe et qui viennent, terre de liberté, et qui, par la force de leur travail, vont domestiquer le territoire, vont le faire fructifier, etc. Donc les Américains se racontent cette histoire-là. Ils évacuent complètement la violence qu'ils ont infligée aux Amérindiens. Ils évacuent la traite négrière, l'esclavage et la violence donc infligée aux Africains américains. Ils évacuent tout ça et ils se racontent une histoire de démocratie modèle, exemplaire. We the people for more perfect union. En France, la France raconte une autre histoire, elle. Elle se raconte une autre histoire, c'est qu'elle a la terre de la liberté, que dès qu'on foule le sol français, ce qui légalement était vrai, dès qu'on foule le sol français, on est libre, et bon voilà, c'est la terre de l'émancipation, c'est la terre de la générosité, etc. Elle se raconte cette histoire-là, sauf qu'elle a été une puissance impériale, qu'elle a eu des colonies, qu'elle a participé à la traite négrière, à l'esclavage, qu'elle a participé aussi à la deuxième période de conquête coloniale, donc à la colonisation, avec l'occupation de territoires, avec le travail forcé, avec l'indigénat, avec toutes ces histoires qui étaient racontées par ceux qui colonisaient eux-mêmes. Hein, je veux dire, les discours de Loti, voilà, tous ces gens qui disaient on les passe au fil de l'épée, la conquête de Touanan, c'était des choses qui étaient racontées dans les journaux. Donc, c'était totalement une réalité. Et forcément, ça a eu des effets. Et dans la législation française, ça a laissé des traces. Dans la législation française, la question de citoyenneté, d'appartenance raciale entre, parce qu'il faut traiter notamment la situation des métis en Indochine. Donc il y a des débats sur la législation, il y a des débats sur le statut, il y a des débats sur l'identité, il y a des débats sur la citoyenneté, et donc il y a des catégories. Il y a les Français musulmans et puis il y a les Français tout court. Donc il y a forcément ce boomerang, ce retour sur le sol national de toute une série de problématiques qui ont lieu dans les terres colonisées et qui prennent à la gorge la République française. Donc la France vit ça aujourd'hui. Et lorsque vous avez des intellectuels, des universitaires qui travaillent sur la post-colonie, sur les traces justement de l'Empire sur le sol français, ce sont des enjeux majeurs. Comment la France arrive à se penser aujourd'hui comme société plurielle du fait de son histoire et notamment de son histoire coloniale. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire entrer dans le débat public de façon à ce qu'on échappe effectivement à ces préjugés qui peuvent être meurtriers
pour certaines personnes, et puis qui peuvent être extrêmement brutaux et violents dans les relations, notamment entre police et citoyens dans certaines parties du territoire. Et quand vous voyez, Christiane Taubira, ce qui s'est déroulé à Mayotte, la grève et le traitement des DOM, s'agit-il aussi, selon vous, d'une question raciale ou en tout cas d'un territoire qui est observé comme étant un territoire de seconde zone parce que précisément il y a aussi de la question raciale dans la manière dont on traite la question de Mayotte? Alors d'abord, moi je fais attention au vocabulaire, j'évite d'utiliser racial. Il y a un livre de très très grande qualité qui est fait par deux femmes, Barbara et Fields et sa sœur, et elles expliquent, ça s'appelle Racecraft, et elles expliquent comment, voilà, que la race est un concept, mais le racisme est une réalité. Et que malheureusement, on nourrit le racisme d'une certaine façon en utilisant l'adjectif racial et en couvrant de la notion de racial des choses qui sont sociales. Donc, et Martin Luther King, il est juste de rappeler qu'il ne s'est pas battu seulement pour la reconnaissance des Africains américains. Martin Luther King a mené des luttes sociales. Martin Luther King a mené des luttes anticoloniales. Lorsqu'il s'est opposé à la guerre au Vietnam, c'est une lutte anticoloniale. Lorsqu'il dit qu'il faut lutter contre la pauvreté, il faut permettre la cohésion sociale, il faut permettre la formation, l'accès à l'éducation, etc. Voilà, ce sont des luttes sociales. Donc, voilà, je pense que c'est toujours un piège de qualifier les choses et éventuellement de risquer de les enfermer dans des rapports raciaux. Donc voilà, dans racial, dans race, d'abord je n'utilise pas race, et dans racial, dans certaines circonstances, je mets des guillemets. Donc à Mayotte, il y a un problème géopolitique d'abord. Il y a un problème géopolitique avec une île qui appartient à un archipel, géographiquement parlant, et qui a fait le choix en 1975 d'une consultation populaire, a fait le choix d'être française. Mais il y a la réalité géographique et la réalité géopolitique, et on ne peut pas les évacuer. On n'a jamais définitivement raison contre la géographie. Il faut que les hommes et les femmes politiques comprennent cela. On n'a jamais définitivement raison contre la géographie. On peut la tordre, on peut la contourner, on peut comment dire, d'une certaine façon la subvertir pendant un moment, mais on ne peut pas avoir raison définitivement. Donc il faut arriver à penser Mayotte dans l'archipel, c'est-à-dire qu'il faut penser les rapports avec les Comores, il faut penser à toute cette zone dans l'océan Indien et réfléchir à des conditions de développement et de coopération et de solidarité qui vont régler le problème de l'attractivité de Mayotte, qui est une attractivité parfaitement chimérique, mais quand même pour des personnes qui sont en deçà du seuil de pauvreté, qui restent quand même, qui gardent quand même un certain éclat, et qui est extrêmement difficile pour les Mahoraises et les Mahorais eux-mêmes. On n'a pas raison contre la géographie, et je ne sais pas si on a raison contre l'histoire. Les polémiques récurrentes sur la mémoire de l'esclavage, sur la manière, par exemple, dont on pourrait baptiser ou débaptiser certains lieux, les lycées Colbert, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, Christiane Taubira? Alors, sur Colbert lui-même, Colbert, effectivement, a inspiré le Code noir, qui est un code absolument horrible, même si, à l'époque, on expliquait que c'était au contraire pour contenir la férocité des maîtres. Quand même, hein, c'est ça. C'est ça, ce sont des faits de droit et des faits d'histoire, cela. Lorsqu'on veut évacuer tout le passé, c'est quand même ça qu'on essaie d'évacuer. Mais Colbert n'a pas été que ça. Colbert a été l'homme des manufactures, Colbert a été l'homme d'une théorie de l'État. Donc moi, je ne pense pas qu'on puisse jeter aux oubliettes Colbert. Ceci étant, on ne doit pas perdre de vue qu'il a été effectivement l'homme qui a inspiré ce code noir qui a été promulgué par Louis XIV. Donc il faut qu'on le sache, c'est tout. Mais moi, je ne suis pas favorable à ce que Colbert disparaisse du paysage, ni du paysage physique, c'est-à-dire de l'espace public, ni du paysage en termes de patrimoine historique, culturel et comme personnalité qui a marqué l'histoire de la France. Il y a d'autres personnages qui peuvent effectivement sombrer dans les oubliettes. À qui pensez-vous, par exemple? Non, ils sont nombreux, mais enfin, il y a des personnages qui ont été exclusivement des personnes impliquées dans l'esclavage, et voilà, et dont la vie n'a été que cela. Il y a une personne que l'on va commémorer, en tout cas au contraire des oubliettes, aujourd'hui sur France Culture, c'est Martin Luther King. En conclusion, qu'est-ce que vous aimeriez que les auditeurs, que les jeunes Français qui nous écoutent, Christiane Taubira, conservent de Martin Luther King? D'abord, sa force morale, parce que c'est une personne d'une très grande lucidité. Donc, d'abord, il était jeune. Lorsqu'il prend en charge le boycott des bus à Montgomery, il a à peine 25-26 ans. Il était jeune, il était d'une extraordinaire clairvoyance. Il savait que la lutte
raciale avec des guillemets ne peut se distinguer de la lutte sociale ni de la lutte anti-impérialiste. Donc c'était une personne d'une grande lucidité. Simplement, il avait ce discours sur lequel on a assez peu d'emprise. Aimer ce qui vous opprime, c'est compliqué. Si vous n'avez pas encore passé la barre pour arriver au paradis, c'est quand même très très difficile à accepter. En tout cas, moi, je n'y arrive pas même à mon âge. Donc, être indifférente, laisser parler surtout la raison, être organisé, méthodique, oui. Être amoureux de son oppresseur, non, franchement. Avoir de la tendresse, non plus. Voilà. Donc, Martin Luther King, c'était pas un abruti qui disait qu'il fallait aimer l'oppresseur. C'était quelqu'un qui, en tant que pasteur, dit que c'est l'amour qui fait avancer l'humanité et qu'il faut, voilà, arriver d'une façon ou d'une autre à ne pas se laisser submerger par la haine et la violence de l'oppresseur. Et c'est pour ça que Fanon est intéressant dans le paysage, puisque les travaux de Fanon ont consisté à démontrer que le colonisé intériorise la violence du colonisateur, qui se détraque mentalement. Et alors que Fanon disait que la seule voie de sortie, c'est la violence, Martin Luther King disait, il fait le même constat, mais la voie de sortie, c'est l'amour. Merci. Il doit y avoir un chemin entre les deux. Merci Christiane Taubira. Je vous présente mes trois camarades, Aurélien Bélanger, Isabelle de Golemin-Delacroix et Mathilde Serrel, qui va nous parler de la portée intellectuelle du film Black Panther. Vous l'avez vu, Christiane Taubira? Ça vous a plu? Oui. Alors bon, il y a des personnages que j'ai moins aimés. Enfin, c'est compliqué, je suis un peu prise de court. Ça m'a plu parce que je n'ai pas l'habitude de voir des films à effets spéciaux. Donc j'étais un peu scotchée par la beauté des effets spéciaux. C'est absolument splendide. J'ai compris évidemment la métaphore du film. Il y a un personnage qui meurt à la fin. Alors il y a tellement de personnages qui ressuscitent que celui qui meurt à la fin, je trouve que quand même on aurait pu le ressusciter dans la mesure où il apporte une problématique très complexe. C'est la problématique de l'Afro-américain, donc de celui qui n'est plus, c'est la diaspora de l'Afrique. Il est confronté à une société d'une grande violence aux États-Unis, donc il ne pense pas le monde comme le pensent les Africains depuis le territoire africain. Lui, il le pense depuis les États-Unis, où il subit l'oppression au quotidien et le rejet. Et donc c'est quelqu'un qui a entretenu une certaine rancœur, mais qui comprend quand même les choses. Donc lui, il meurt pour de bon. Moi, je pense que voilà, j'aurais bien aimé qu'on le ressuscite. Mathilde Serrel va peut-être le ressusciter. C'est pas une bonne critique cinématographique, je suis désolée. Mais si, puisque moi je pense que Black Panther est justement un film dont on doit débattre sur le plan des idées. Parce que Black Panther n'est pas simplement le blockbuster, pour reprendre le titre de Libération politique, que le public attendait. C'est un événement historique de la vie intellectuelle qui dépasse le seuil américain. Alors bien sûr, le film apporte une réponse au mouvement Oscar So White, souvenez-vous, qui obligeait Hollywood en 2016 à prendre conscience de la quasi-absence d'Afro-Américains dans ses nominations. D'ailleurs, comme le relevait le journaliste Jamil Smith dans le Time, Black Panther apporte la preuve que les narrations afro-américaines peuvent générer des bénéfices provenant de tous les publics et met fin à un mythe dans l'industrie cinématographique. Bien sûr, le film se nourrit en quelque sorte du fuel apporté par le mouvement Black Lives Matter contre les violences systématiques envers les Noirs, comme le relevait la cofondatrice du mouvement, Patrisse Cullors. D'ailleurs, le réalisateur Ryan Coogler s'était engagé sur ces questions avec son film Fruitvale Station, et l'auteur de la bande-son, le rappeur Kendrick Lamar, en est l'un des porte-paroles. En somme, Black Panther incarne une bascule dans l'espace de fiction hollywoodien et dans un espace de non-fiction, celui de l'Amérique tout entière. D'ailleurs, des associations organisent des projections suivies d'inscriptions sur les listes électorales. Et le film alimente la vague de résistance culturelle noire en réponse au discours suprémaciste blanc. Enfin, il parachève un rêve de lutte intersectionnelle, puisque les femmes noires y sont des guerrières protectrices et des expertes en nouvelles technologies. Mais si le phénomène Black Panther dépasse le champ américain, enthousiasme les publics nigérians et kenyans, ou s'analyse dans les journaux européens, c'est qu'il est un véhicule de pensée, une véritable synthèse intellectuelle. Ce n'est pas un hasard si quelques mois avant la sortie du film, la rédaction des nouvelles aventures de la Panthère Noire était confiée à l'écrivain Ta-Nehisi Coates, auteur du best-seller Une colère noire et du Procès de l'Amérique, plaidoyer pour une réparation, dont vous avez rédigé la préface ici en France, Christiane Taubira. Ce n'est pas un hasard si l'écrivaine activiste Roxane Gay, auteur d'un autre best-seller Bad Feminist, qui vient d'être traduit en France, a également participé à l'écriture de ce comic book. Le phénomène Black Panther est bel et bien placé
sous le signe d'une ère des Lumières noires. L'un des plus grands intellectuels africains, le philosophe camerounais Achille Mbembe, l'analysait ainsi. Pour qui sait lire entre les images, pour qui sait écouter les rythmes et épouser le pouls du récit, les fils sont là, manifestes, et derrière l'une ou l'autre séquence planent 1000 ombres et 1000 courants de pensée, de Marcus Garvey à Cheikh Anta Diop, de la négritude à l'afrocentrisme, de l'afropolitalisme à l'afrofuturisme. Selon Mbembe, Black Panther est la mise en spectacle des idées et des efforts développés pendant des décennies pour sortir de la grande nuit, pour reprendre le titre de l'un de ses ouvrages. Aussi, Black Panther, c'est cette Afrique à qui on n'aurait pas renié son passé antique, cette Afrique idéalisée parce que non colonisée et futuriste, mais aussi tout simplement cette Afrique possible. Et avec elle ainsi que le modèle de civilisation qu'elle développera se joue une révolution de la pensée. King of my city, king of my country, king of my homeland, king of the filthy, king of the fallen, we living again. King of the shooters, looters, boosters, and ghettos popping. King of the past, present, future, my ancestors watching. King of the culture, king of the soldiers, king of the bloodshed, king of the wisdom, king of the ocean. Christiane Taubira. Qui adore une Kendrick réaction. Lamar. Ça vous a plu? Sur la critique, ah oui, de très très grande qualité, effectivement. Et vous êtes d'accord sur l'idée de cet événement intellectuel, c'est-à-dire presque de ce syncrétisme de la pensée que réussit à proposer Black Panther version grand spectacle? Voilà, alors c'est différent de la BD, parce que j'ai lu la BD de Ta-Nehisi Coates, et le scénario du film est différent. Mais il y a des tas de références, c'est-à-dire que tout le long du film, effectivement, on retrouve des références, plus cette capacité prospective, parce que, alors c'est vrai qu'il y a des personnages féminins, notamment la sœur du roi, qui est absolument fabuleuse. Les femmes sont absolument extraordinaires, mais il y a constamment des références, effectivement, aux luttes d'émancipation, dirons, pour faire plus large, c'est-à-dire à la fois de libération, mais aussi de justice sociale. Voilà, ces références sont très claires dans le film. Donc voilà, c'est pas juste un divertissement.